Cette maladie, elle t'enferme comme si tu étais toi-même enfermé. Parce que physiquement, ça te bloque. Il y a des tas de choses que tu ne peux pas faire. Tu ne peux plus faire. Tu es enfermé en toi-même, malheureusement. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu ici. J'ai 10 mètres de trop là. Oui, donc tout de suite. Non, ça c'est vrai. J'ai rencontré Thierry il y a un peu plus d'une trentaine d'années maintenant, c'était au début des années 80. À l'époque, on faisait nos études de réalisation dans une école de cinéma qui s'appelle l'INSAS, qui se trouve à Bruxelles. Et moi, je ne connaissais pas du tout la Belgique, j'avais vécu essentiellement à Paris. Et c'est lui qui m'a fait découvrir Bruxelles et pas mal de coins en Belgique, et en particulier la mer du Nord. Et puis alors, au début des années 2000, comme ça, un jour, on est allé au restaurant. Et puis, quand je suis arrivé, il m'a dit, ben voilà, il faut que je te parle, il faut que je te dise quelque chose d'important. J'ai la sclérose en plaques. Alors, sur le coup, bon, j'étais un peu sonné. Et puis très vite, on s'est regardé et on s'est dit qu'on n'allait pas se laisser aller comme ça. Et très vite, on est reparti sur des projets. On ne sait jamais soi-même. Moi-même, je ne sais pas comment ça va évoluer. Et il y a des moments où c'est du matin où ça va bien, d'autres ça va moins bien, et donc il faut que je trouve, voilà, et c'est chaque jour est un nouveau jour. Et à chaque jour, il faut réévaluer les choses. Ici, on est chez moi. C'est un logement qui est adapté aux personnes se déplaçant en chaise. Une journée type, c'est-à-dire que moi, le matin à 7 heures, j'ai l'infirmière qui vient, qui sonne, et elle met à peu près une demi-heure à me laver, voilà, et me préparer pour m'habiller. Et à ce moment-là, je passe au rasage. Là, ça, je me débrouille. J'ai absolument pas mal. Encore aujourd'hui, j'ai pas mal du tout. C'est vrai qu'il y a des moments où quand je suis fatigué, si je fais pas de kiné, là, je commence à avoir mal. Vastpakken. Goed draaien. Oké. Voilà. Ouf. Gaat het? Ja. Ja.
Je regarde beaucoup d'émissions de voyage, d'aventure. Je suis assez intéressé par tout ce qui est voyage, aventure, découverte. Ça, ce sont des émissions qui m'intéressent vraiment. Quand j'ai eu fini l'INSAS, j'ai eu la chance d'être sélectionné pour une émission de télévision qui envoyait des jeunes vers le tour du monde et qui envoyait chaque semaine un film de 2-3 minutes à Paris. Et ce film était diffusé à l'époque sur Antenne 2. J'ai fait Djibouti, puis j'ai été au Qatar, puis après le Qatar, j'ai été en Inde, je suis arrivé à Bombay, et puis à Bombay, je suis remonté jusqu'à New Delhi, Srinagar, qui était encore bien praticable à l'époque. Là, j'ai adoré circuler en Inde, même si c'était très difficile parce que les routes étaient étroites, puis le volant était de l'autre côté, était à gauche, enfin voilà, et à gauche était à droite, enfin bon, voilà, on voit bien. Hein. Personne au Cachemire n'a jamais osé intervertir les saisons. C'est l'hiver à Mazama. Il est 8 heures ce vendredi matin, jour de congé. Bonjour. Alors toi, tu es allé dans une région assez fascinante en Inde. Oui, alors la première chose qui m'a frappé en arrivant en Inde, ce sont les gens. Et j'ai vraiment voulu à tout prix aller les rencontrer, aller voir comment ils vivent chaque jour. Et je me suis rendu au Cachemire parce qu'on m'avait beaucoup parlé de cette région, je voulais absolument y aller. Et je suis resté pendant 2 jours à vivre complètement avec les gens d'un petit village. C'est une bonne idée en tout cas. Reportage présenté par Philippe Remakers et Thierry Devilliers cette semaine. Mazama. Au début des années 90, j'ai eu l'occasion de produire un projet de film documentaire de Thierry. C'était notre première collaboration, notre premier travail en commun. Et le film parlait de la problématique de la désertification et du déplacement des populations en Mauritanie. المشروع لعد الجرار برموم حقه يحيي عبد الرحمن مولي دار ينجح 100%. عبد الرحمن مولي دار ينجح 100%. والمجهود اللي بذلوه الأعوام ياكو شاف استقام بالقريات تشوف كمام حزام عليهم ملقيه. Avant les Jeux Olympiques de l'an 2000, j'ai des gens qui m'ont engagé pour faire un film sur la ville de Sydney. Quand je suis arrivé à Sydney, j'ai commencé à avoir des picotements dans mes jambes, dans tous les sens. J'ai filmé, j'ai fait ce que j'ai pu, mais tout ça en ayant des fourmis dans les jambes. Voilà, et c'était terriblement dérangeant. Enfin, j'ai quand même passé outre. Et puis, j'ai fait les films, les images que je voulais faire.
J'ai des factures à payer là. Je sont mises là-bas. Oui. L'ordinateur, c'est pour le médecin. Hein. Ouais, on va faire ça Ouais. aujourd'hui. Ouais. Et tout à l'heure, j'irai à la pharmacie aussi chercher vos médicaments. Ouais. Et on verra ce que vous avez reçu comme email. Hein. C'est jamais quelque chose d'important. On verra quoi. Mhm. Ouais. Et votre fils, vous avez déjà téléphoné pour aller à la banque la semaine prochaine? Pas encore, mais j'ai essayé, mais faut que je trouve le temps qu'il soit disponible. Mais on va. Donc c'est quand il faut aller à la banque? C'est le 27 si je me trompe 27. pas. On peut Ok. l'effacer ça, ouais. Ouais. Ah, delete, et hop, c'est parti. C'est ce que je dis, c'est un homme courageux. Tiens, pour finir, vous avez quand même eu votre email pour réinitialiser le mot de passe. Par rapport à sa maladie, il n'y en a pas beaucoup qui continueraient à avancer. Lui, il y a quelque chose qui ne va pas, ben, il va trouver une solution pour continuer à avancer et pas abandonner. Il faut 140 mots de passe pour tout ici. Oui. Alors on les oublie tous, hein, voilà. C'est pour ça que je mets toujours le même pour Le vous. même, ouais. De son Ouais, passé, des voyages qu'il a fait, même en chaise roulante. Et la façon qu'il parle, il est fier de ce qu'il a fait, en fait. C'est ce que je dis, c'est un homme courageux. Alors ça s'est un peu imposé comme une évidence. On s'est dit avec Thierry, bon, bah, si on est capable de traverser toute l'Afrique pour faire un film, on peut bien traverser Bruxelles et faire l'effort de comprendre ce qu'est exactement cette maladie de la sclérose en plaques et au minimum d'aller recueillir les témoignages de ceux qui souffrent de cette maladie et de ceux qui les soignent. Je me suis dit souvent, j'ai été filmer des différentes problématiques un peu partout dans le monde, interroger des gens sur différents problèmes qui les touchaient. Et puis, un bon moment, c'est pour ça qu'un jour, je me suis dit, la caméra, je peux la retourner vers moi et me dire, ben voilà, là, je peux maintenant faire un sujet sur mes problèmes et comment vivre avec cette pathologie. La sclérose en plaques est une maladie neurologique, une maladie du système nerveux central, une maladie chronique, ça veut dire qu'on ne guérit pas de cette maladie, et c'est une maladie qui se présente de façon très hétérogène. Il y a des facteurs inflammatoires, il y a des facteurs dégénératifs dans cette maladie. C'est pas une maladie infectieuse, c'est pas une maladie héréditaire. C'est une maladie dans laquelle on a des facteurs génétiques, on a des facteurs d'environnement. Il y a vraiment une interaction entre les facteurs génétiques et entre les facteurs d'environnement, probablement aussi des facteurs de notre style de vie, parce que c'est une maladie qui se présente surtout dans les zones développées, dans les pays développés, dans le climat modéré. Les premiers descriptifs de la maladie remontent à la fin du 19e siècle. Ils ont été faits par Jean-Martin Charcot. Et c'est lui qui, au microscope, voyait les plaques de sclérose au sein du système nerveux central, cerveau et moelle épinière. Et c'est lui qui a donné le terme de sclérose en plaques disséminée. Chez 85% des sujets, elle débute par une maladie dite poussée-rémission ou récurrente rémitante. Ce sont des maladies qui se caractérisent par des poussées inflammatoires qui surviennent en quelques jours, qui durent quelques semaines et peuvent récupérer partiellement ou complètement. Entre les poussées inflammatoires, le sujet est dit en rémission et généralement il n'a pas d'autres symptômes que éventuellement les séquelles des poussées antérieures. 15% des formes de sclérose en plaques débutent de manière beaucoup plus lente et insidieuse. Et ce sont souvent des formes plus difficiles à diagnostiquer et le diagnostic est posé plus tardivement.
Et dans ce cadre-là, on parle de sclérose en plaques dite primaire progressive. Donc ce sont des malades qui accumulent des séquelles neurologiques, un handicap, de manière progressive et inexorable avec le temps. J'ai eu le diagnostic de la sclérose en plaques il y a une dizaine d'années. Je n'ai eu que des poussées oculaires pendant quelques années et puis 3 ans plus tard à peu près, j'ai commencé à avoir des poussées au niveau de la mobilité, que ce soit les bras ou une partie gauche ou droite du corps, mais je dirais des poussées légères, c'est-à-dire que une perte de sensibilité, des picotements, mais je récupérais complètement au bout de quelques mois. J'ai commencé à ressentir ou à ne pas ressentir certaines sensations le matin lorsque je me rasais. Et je trouvais ça bizarre. Et le surlendemain, c'était de l'autre côté. Et un jour après, c'était le dessus de la tête. En me lavant les cheveux, ça se baladait comme ça, les pertes de sensations. Ça s'est arrivé un matin très tôt. Le téléphone a sonné, je me suis levée pour être décrochée. Et quand je me suis levée, je me suis mise debout et je suis retombée assise sur le lit parce que mes jambes ne supportaient pas mon poids. Bon, grosse panique toute la matinée. Puis après ça, je me suis levée, pas moyen de marcher. Je n'avais plus marché du tout. Bon, alors, j'ai été voir le médecin. Pendant longtemps, beaucoup de problèmes. Alors j'ai eu la bouche de travers, enfin. Pour parler, pour manger, pour boire, je vais boire avec une paille et manger avec une cuillère parce que la fourchette, je ne savais plus rien faire. Mes mains n'avaient plus, il n'y avait plus rien calé. Grosse panique. Alors j'étais à l'hôpital, voir un médecin. Là, le médecin, blablabla, j'ai écouté le docteur. Ça fait déjà 3 fois que je viens chez vous, ne me dites pas ce que j'ai. Dites-moi ce que j'ai ou bien je vais voir quelqu'un d'autre. Parce que je veux savoir. À un moment donné, j'étais en plein visionnage de séquences, d'images, pour préparer un montage. Et j'ai commencé à voir tout en double. Donc voilà, et toute ma vue était complètement découplée. Et vraiment, le problème principal, c'est que on se demande, mais qu'est-ce qui se passe, quoi? T'as l'impression qu'il y a un mauvais réglage, il faut taper un peu sur la tête pour remettre ça en place, ça va se rétablir. Et en fin de compte, je ne savais pas du tout ce qui se passait. Et puis j'ai été voir un neurologue à l'époque, hein, et qui m'a dit, vous n'avez rien. Vous n'avez rien. Et puis moi, j'étais persuadé du contraire. Et je suis rentré dans le bureau du médecin, dans le cabinet du médecin, et je lui ai dit, voilà, écoutez, je vais vous dire ce que moi j'ai, hein, vous me dites oui ou non. Je savais qu'il avait reçu le dossier médical du premier neurologue que j'avais été voir. Et du coup, lui, il avait l'appui, et j'ai dit, voilà, je lui ai dit, voilà, je vais vous dire ce que j'ai, vous me dites oui ou non, mais on ne tourne plus autour du pot, parce que ça fait plusieurs années que je tourne autour du pot. Et donc, voilà, et je lui ai dit, j'ai la sclérose en plaques. Et puis il m'a dit oui. Ça, c'est la première fois que j'avais quelqu'un qui m'a dit voilà ce que vous avez. Le diagnostic actuel de sclérose en plaques se base sur la démonstration de 2 critères particuliers, qui sont la dissémination de la maladie dans l'espace et dans le temps. Lorsque nous avons la preuve que la maladie touche différents endroits du cerveau ou de la moelle épinière, c'est une preuve que cette maladie est disséminée dans l'espace. La deuxième étape nécessaire pour diagnostiquer la sclérose en plaques est la preuve de l'évolutivité dans le temps de l'affection. Lorsque un malade a fait 2 poussées, l'évolutivité dans le temps ne fait plus aucun doute. Et à l'époque, il y a quelques années, on devait attendre une 2e poussée pour diagnostiquer de manière formelle la maladie. Wat ik in het begin dacht, ik heb gezegd, joepie, ik heb MS. Want ik dacht dat zelf al langer. En niemand wilde mij geloven. Er was zelf een geneesheer die zei, het zit tussen uw 2 oren, hè, van zoiets te denken. Dat zit tussen 2 oren. En ik zeg, luister, ik weet wat mijn lichaam doet. Ik heb het opgezocht, ik weet wat mijn lichaam mankeert. En geen één geneesheer heeft mij van kop tot teen
bekeken om mij gelijk te geven. Het is pas door testen en door die NMRI's dat ik geweten heb dat ik MS had. Maar het was wel heel moeilijk te begrijpen dat ik niet meer mocht werken. Dat was heel moeilijk te begrijpen. Je hebt MS, je mocht niet meer werken. En ik heb 3 jaar thuis geweest, dat ik nog echt heel goed was. Dat ik kon rondlopen, dat ik kon rijden en zo. En ik heb toen gedacht, ik moet iets doen met mijn leven, want dat kan niet voor de rest van mijn leven niks meer doen. Dat is onmogelijk voor mij. Ik ben altijd zo actief geweest. Ik heb alle sporten gedaan. Ik ben op reis geweest naar alle kanten van de wereld. En nu niks meer doen, dat was voor mij niet mogelijk. Je n'étais pas vraiment au courant de tous les tenants et aboutissants de cette maladie. Je ne me rendais pas du tout compte de ce que mon avenir allait être. Et j'ai commencé à lire, à me documenter et à apprendre sur cette maladie. Et je me suis rendu à l'évidence, quoi, que ça n'allait pas être tout rose. Mijn ziekte is op mijn 21ste begonnen. Maar de vaststelling is pas gedaan op 10 jaar later, op mijn 31ste. Dus ik heb veel onderzoeken gedaan, ook met veel dokters waar er ongeloof was, want ze konden er geen naam op plakken. En 10 jaar daarna stond het dus echt heel vast en toen was het al serieus. Ja, vroeger waren er ook niet de middelen voor alles zo vlug en zo goed mogelijk kunnen op te zoeken. Maar dat was een leven in feite een hel ergens voor mij. Want ik viel veel, ik zag ook niet goed. Dat was altijd met periodes. Dat kwam en dan ging dat weer weg. En ja, je zit daar met zoveel vragen en je wordt ook niet echt zo serieus genomen. En dan natuurlijk later, dus op mijn 31ste, met een lumbale punctie. En met alle testen is het dus wel echt vastgesteld. Maar toen was ik wel al redelijk, zat ik al ver. Dus, en dat vind ik het spijtige van de hele zaak. Dus ik hoop dat er nu meer onderzoek gedaan wordt. Dat dat zo vlug mogelijk kan gevonden worden. En dat er dan kan gestart worden met de nodige medicatie. Want in die 10 jaar is alles in feite, is er niks gebeurd. En 10 jaar is heel lang. On se trouve ici à Mesbroek, tout près de l'aéroport de Bruxelles, et on est une clinique qui est spécialisée dans les soins pour les personnes atteintes de la sclérose en plaques. On est le Centre national de sclérose en plaques, bien connu depuis une 50aine d'années, un hôpital assez unique en Belgique et même en international. Tout ce qu'on fait a été développé pour pouvoir donner les meilleurs soins tout au long de la maladie, pendant les différentes phases de la maladie, et en partant d'aide de plusieurs disciplines, médicales évidemment, mais également psycho, ergo, kiné. Vraiment, on veut apporter à partir de différents angles et disciplines un soin vraiment adapté aux patients. Les gens qui viennent ici, la plupart du temps, viennent en externe, mais ils viennent aussi en interne. Donc des gens qui ont été hospitalisés. Moi, j'ai été hospitalisé là récemment pendant 2 mois, et à chaque fois, j'ai eu une infection, et à ce moment-là, on est hospitalisé. La plupart des patients ont déjà été au moins une fois hospitalisés, hein, et ils ont tous, on récidive tout le temps, hein, parce qu'une fois qu'on a la sclérose en plaques, c'est une maladie qui ne s'arrête jamais, et donc c'est qui est vraiment incurable. Mais voilà, et donc tout ce qu'on sait, on peut faire en sorte que ça aille le mieux possible pour tous les patients.
Ceux qui viennent en externe, ils viennent généralement une fois, dans mon cas c'est une fois par semaine, dans d'autres cas c'est 2 fois par semaine, donc et on répartit ça, on choisit les jours et voilà, donc ça c'est un peu le principe de la thérapie, des thérapies, et à chaque fois qu'on le fait, on a un programme le plus complet possible. Quel est notre programme demain? Oui. Le programme? Oui. Quel programme? Voilà, donc Et ça, c'est tout. Oui, kiné, logopédie, kiné, logo, ergothérapie, oui. c'est ça. Et puis la personne qui les prend en charge, quoi. Oui. D'accord. Je fais ça, ouais. Tout à l'heure, comment ça va? Super. Quatre. Ouais, ça, j'arrive pas à compter. Ok, ça va alors. Non, là, Deux ouais. par deux. Ouais. Là. Bien ouvrir jusqu'au bout. Ouais, super. Là, ça va, ouais. Maintenant, tu vas faire Là. ceci. Ouais. Essaye de bien bouger les deux bras. Ouais. Bon. C'était bien. Là, Là, ça peut. Ouais. C'est vrai que c'est mieux. Mon objectif est d'offrir ici un endroit où les patients peuvent exprimer librement leurs émotions sans être jugés, sans se mettre en danger et sans blesser personne. Parce que c'est pas toujours évident pour les patients de parler de certaines choses à leur famille, à leurs proches. Ouais, ça, je me souviens bien. D'un autre côté, la maladie peut aussi faire ressurgir d'anciens conflits ou alors exacerber des difficultés existantes. Alors là, on fait un travail plus en profondeur, où on s'intéresse plus à l'histoire de la personne et à son histoire familiale et à son histoire personnelle. Ah ouais. En fait, ça, je vais te montrer. Je pense vraiment pour la réunion, enfin, je ne sais pas comment toi tu l'as ressenti, comment tu la vois cette réunion? Quels sont les moments importants? Disons que c'est peut-être le moment pour tes enfants aussi d'exprimer un petit peu ce qu'ils vivent par rapport à ta maladie. Hein. Je veux dire, bon, vous avez quand même été séparés à un moment de votre vie. Ils ont peut-être des choses à te dire, à te demander, et je crois que ce serait le moment pour eux de le faire, parce que nous, on serait là pour te soutenir alors. Tu vois, il y aura peut-être des choses difficiles qui vont être dites. Hein. Ça, je crois que tu dois t'y attendre aussi un petit peu. Hein. C'est bien, c'est chouette. Donc vendredi, tu reçois, tu sais quoi? On va très bien, on se parle, hein, on s'appelle. Hein. On va très bien. Comme d'hab, hein, d'accord, ouais. Allez, super. Bon, allez. Mais Guillaume, tu reviens quand? Mardi soir. Antoine, Basile, salut. Salut, hein. Ouais. Allez, Antoine, salut. Hein. Salut, ciao. Allez, salut. Ouais. Mais si, ça sert. Tu es censé Allez, travailler dans une c'est maison, parti. tu ne fais pas et tu... Ouais. Allez, allons-y à Alonso. Partagez Moi, je vais te redire au revoir. une tombe, ouais. Salut. Redis-moi autant que tu veux, ouais. Ah, non, très bien, très bien. Donc, vous vous occupez pas du A, vous regardez le Ça, B. ouais, très bien. Les chiffres vont changer, leur position va changer et évidemment, il faudra retrouver ce qui a changé entre le modèle ici et le modèle qui est là. ouais. Ça va? On essaye? On va essayer, ouais. Donc, essayez de trouver justement les liens qui vous J'essaie, permettent j'essaie. justement de pouvoir après, quand vous verrez l'autre modèle, dire là, ça a changé ou là, ça ne l'est pas. Comme ça. Là, Donc, 0 et 9 ont changé. oui, Ouais. c'est ça. Le 5, vous m'avez dit. Oui, j'ai l'impression qu'il n'a pas changé. C'est ok, c'est Le juste. 5, oui. Ouais. Et alors, après, je sais qu'il y avait un chiffre ici en bas. Mhm. Et ça, j'avais l'impression que c'était un 6. Oui. Dauphin, chat, moustique, loup, rhinocéros, hippopotame, abeille, ours, serpent, chien, poule, renard, sanglier,
mouton, dindon, rhinocéros, cochon et pingouin. Vous en avez combien? Donc, 3 animaux à 4 pattes Oui. qui se suivaient. Oui. Vous avez combien Ça, de j'ai pas séquences? compté, non. Je suis désolé, j'ai un peu décroché. Vous avez fait quoi? Non, mais j'étais en train de... J'essaie de me rappeler, parce que j'écoutais dites compter non, les j'écoutais séquences, les c'est animaux, cool. Ouais. et puis à un moment donné, j'ai décroché. Je me dis, mais quels sont les animaux à 4 pattes? Et alors, vous m'avez parlé d'une baleine, et Eh puis, ben ouais. puis voilà, c'est ça. Donc, Ok. c'est, Vous en aviez combien mais jusque-là? ça, je suis désolé, j'ai un peu décroché. Bon, Ok. voilà. Bien, maintenant, inspire à fond, inspire, 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 et tu souffles bien à fond, tu souffles, parfait, tu souffles, tu essaies de tenir 6 secondes, tu souffles, 5, 6, 7, 8, tout ça c'est du bonus, 9, 10, bravo, 11, c'est super. Tu as tenu 10 secondes et tu as, regarde bien, 110%, donc c'est magnifique. Tu marches peu, en étant assis, donc ces valeurs-là diminuent insensiblement. Et donc, grâce à l'IPV que tu as ici, 2 fois par semaine, et au fait aussi que tu ne restes pas sans rien faire ou trop inactif à la maison, eh bien, tu gardes des valeurs qui restent vraiment très bonnes, très bonnes. Pour parler, pour te moucher, pour en cas de fausse route alimentaire, pour pouvoir Mais je sais, justement ça peut arriver. rejeter. Oui, ça peut arriver. Mais bon, là, pour l'instant, ça va. Je me souviens de séances qu'on a vécues ici où ils essayaient d'attirer l'attention sur le fait de certains patients qui ne peuvent plus du tout parler. Articuler. Donc, on n'arrive plus à comprendre ce qu'ils veulent et ce qu'ils Exact. disent. Voilà, et ça, je ne sais pas de nous parler de ça un peu. Voilà, tu as tout à fait raison de m'en parler. Donc il y a à la fois l'aspect spirométrique pour l'intensité vocale, mais tu as raison de le dire, il y a l'aspect qualité de la parole. Et ça, avec la sclérose en plaques, la clarté d'articulation, elle est souvent compromise. C'est ce qu'on appelle la dysarthrie. Et en général, quand il y a une dysarthrie, on peut suspecter des problèmes au niveau de la déglutition aussi. Donc, ici en logopédie, on va apprécier cette clarté d'articulation et aider, tant que faire se peut, à améliorer la précision avec laquelle le patient peut s'adresser à autrui. Je dis tant que faire se peut parce que il y a aussi tout un... L'articulation est quelque chose de normalement automatique. Ici, en sclérose en plaques, il faut revenir sur les procédés de précision articulatoire. Et donc, ça demande de l'attention. C'est pas toujours facile. Un embout propre. Si je constate que l'intensité vocale, on ne peut plus l'améliorer d'un point de vue thérapeutique, eh bien, il faudra mettre en place des procédés alternatifs, comme par exemple un amplificateur de voix ou, au pire, une tablette, un matériel, une aide à la communication externe, alors celle-là, mais qui permettra de continuer à communiquer, qui est un des fondements de la personne humaine. Vas-y, monte. Mets la droite à côté, puis redescends. Et après, on partira avec la droite. Je crois que le plus typique, évidemment, c'est que c'est une maladie progressive et que je crois que le patient ne sait pas à quoi s'attendre. Il vit au jour le jour. Et donc nous aussi, on les aide au jour le jour. Beaucoup de gens me disent, mais de toute façon, la sclérose en plaques, on ne sait pas guérir. Qu'est-ce que tu fais? Ou qu'est-ce que vous faites ici? Et ça, je pense que c'est une idée tout à fait erronée parce qu'au jour le jour, je pense qu'on peut dire qu'on aide le patient à continuer dans sa maladie ou à diminuer un petit peu les effets de cette maladie ou améliorer ses conditions de vie. Ça va, très très bien, écoutez. Ouais. Oui, exactement, oui, c'est parfait ça. Ça c'est très très bien, oui, voilà. Parfait. Non, mais très bien, écoutez, oui.
En hier in het ziekenhuis hebben wij altijd patiënten gehad die in een vergevorderde stadia zitten van de ziekte. Dat is echt aan het veranderen. We hebben steeds meer en meer jongere patiënten, steeds meer en meer patiënten in de vroegere stadia van de ziekte. Maar ik blijf het toch wel, de mensen die in de vergevorderde stadia erg belangrijk vinden. Ik zou wel graag willen een positief verhaal vertellen. Dus dat wil zeggen dat de multiple sclerose blijft ook voor de hulpverlener blijft een ernstige aandoening. Een ernstige aandoening, het blijft ook een aandoening waar op het moment dat je het te horen krijgt, je heel veel informatie kan krijgen, maar heel moeilijk een inschatting kan gemaakt worden hoe dat de rest van je leven gaat verlopen. Het goede nieuws is dat de levensverwachting van de mensen met multiple sclerose eigenlijk vrij hoog is. We zien dat altijd maar opschuiven en opschuiven en opschuiven richting, in de loop van de tijd, richting een normale levensverwachting. Ja? Wat is dat ding is daar? Ik heb dit gekregen van een patiënte en ik vond het eigenlijk een mooi symbool eigenlijk waarvoor de ziekte staat en hetgeen dat wij hier doen in het revalidatiecentrum. Het toont eigenlijk, en dat is misschien negatief, het toont eigenlijk hoe dat het is om te leven met multiple sclerose. Er zijn heel veel gevolgen, of er kunnen heel veel gevolgen zijn. En het zwart, ja, dat toont eigenlijk de straat die aangelegd wordt, waar er zo'n pletwals over rijdt. De pletwals als een beetje de ziekte, symboliseert eigenlijk de ziekte. En voor de rest vind ik het ook heel mooi wat de patiënt eigenlijk beschrijft, want de aanpak is tweeledig. Het blijft een grote verantwoordelijkheid van de patiënt om te vechten tegen de ziekte, te vechten tegen de gevolgen. Ze moeten veel zelf doen. Zij moeten komen revalideren. Dat moeten de therapeuten niet doen. En dit symboliseert dit heel mooi. Die opening hier is eigenlijk het werk van de therapeuten. Zij scheppen de ruimte zodanig dat de patiënt zelf, want dit zijn de handen van de patiënt zelf eigenlijk kan vechten tegen de ziekte. Er van alles kan tegen doen. Dat is iets wat ik heb van mijn vader. Dat is misschien negatief, maar ook positief. Wij zijn vechters. Vechten staat echt voor bij ons vooraan. Vechten, vechten, vechten. Nu ja, ik blijf de glimlach hoog houden. En dat ik er ook wil zijn voor andere mensen met MS. En dat ik vind dat zij ook het recht hebben van te zien dat MS niet betekent van wij hebben geen leven niet meer. Er is wel nog een leven, maar met veel beperkingen. Maar dat zijn ook dingen waar ik niet graag mee spreek met mensen die vastgesteld zijn binnen MS. Ik laat hun altijd nog het rooskleurige zien. Zolang als er nog ergens een wil is en een weg, moet je ervoor gaan. En ik blijf dat doen voor andere mensen. Maar voor mij wordt het iets moeilijker. Ik blijf daarin geloven. Dat is mijn opzicht. In het begin is dat een slag. Je verwacht dat niet. Ik had in de aangetrouwde familie, geen rechtstreekse familie, iemand die ik kende die het had. Dus ik wist wat me te wachten stond of kon staan. Dus ja, je probeert dat te verwerken. Langzaamaan gaat dat. Ik zeg altijd, je hebt 2 mogelijkheden als je ziek wordt. Je gaat vooruit of je gaat achteruit. En achteruit is voor mij geen optie. Dus probeer er het beste van te maken. En dat lukt de meeste dagen. En sommige dagen lukt dat niet. Maar dan ziet niemand mij. Ja, dat weet ik, hè. Maar iedereen kent Mario, hè. Dus, ja. Frank is overal gekend, hè? Ja, maar fijn. Toch wel. Zo, allee. Dat is goed, hè. Trok op en overheen.
Monteur d'esprit, on va se battre. On va se battre, il faut qu'on y aille, on va lui tordre le cou à cette maladie. On sait très bien que tout ce que j'ai pu consulter, tous les avis que j'ai pu avoir de médecins me disaient que c'était pas curable. Mais je me dis, il y a moyen d'aller le mieux possible.